Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène en Californie, aux États-Unis, où s'est tenu avant-hier. En fait, nous allons revenir sur la rencontre qui s'est tenue avant-hier entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden. C'était une réunion qui avait eu lieu en marge du sommet de coopération Asie-Pacifique, qui regroupe en réalité une vingtaine de pays. C'est un sommet dont les travaux ont commencé dimanche dernier et vont s'achever aujourd'hui. Mais évidemment, c'était l'occasion que beaucoup de spécialistes attendaient et surtout beaucoup de responsables, notamment des responsables américains, attendaient depuis, en raison de la tension vive qui existe entre les États-Unis et la Chine sur un certain nombre de dossiers. Le dossier d'abord lié à Taïwan, avec le soutien indéfectible des Américains auprès de Taïwan, dont le déclenchement en fait, de cette tension-là avait été la visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan. Cette visite qui avait été vue comme une forme d'ingérence de la part des Américains dans des affaires intérieures chinoises, parce que pour la Chine, la question de Taïwan, c'est une affaire intérieure. Ce n'est pas une affaire diplomatique, ce n'est pas une affaire internationale. Et puis, les relations avaient connu leur tension, le cumul, le point le plus élevé avait été atteint en février dernier avec la crise sur les ballons gonflables chinois qui avait traversé une partie du territoire américain et qui avait été abattue par l'aviation américaine, alors que les autorités chinoises disaient que c'était un ballon scientifique, un ballon météorologique. Et donc, la destruction de cet objet qui avait été plutôt considéré comme étant un objet espion de la part des autorités américaines avait été très, très mal perçue par les Chinois. Et donc, ils avaient presque qualifié cela comme un acte de guerre. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils avaient donc décidé, les Chinois avaient donc décidé unilatéralement de suspendre à tous les niveaux, que ce soit les discussions avec les Américains. Donc, que ce soit au niveau des renseignements, que ce soit au niveau des chefs d'état-major chinois, parce que des chefs d'état-major américains et chinois, parce qu'il faut savoir que quand vous avez deux puissances de cette nature, eh ben, pour éviter des accidents, pour éviter des quiproquos, comme j'en avais parlé ici avant-hier, notamment concernant les manœuvres navales qui avaient été organisées par les États-Unis avec Taïwan et un certain nombre de pays de la région, de la zone de mer de Chine méridionale, donc avec le Vietnam, les Philippines. Et donc pour éviter des accidents qui pourraient entraîner un risque de guerre, et donc il faut maintenir des canaux de communication entre les puissances. Et donc la Chine avait décidé de rompre tous ces canaux-là, que ce soit au niveau du ministère de la Défense, mais il faut aussi à des charges comprendre qu'entre-temps, Xi Jinping n'était pas très satisfait de son ministre de la Défense et de son chef d'état-major. Donc ces derniers avaient été remplacés unilatéralement. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été officiellement présenté un nouveau ministre de la Défense. Pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois aussi, le chef d'état-major des armées chinoises aussi, semble-t-il, aurait été suspendu de ses fonctions, mais je crois qu'il est revenu, il a été remis en place puisque c'est lui qui avait discuté avec le chef d'état-major américain de ces questions-là de sécurité, notamment dans la région de mer de Chine méridionale. Et puis, aussi au niveau des secrétaires d'État, au niveau des affaires étrangères, où là aussi, il y avait eu une rupture. Les Américains avaient tenté en envoyant Anthony Blinken, on se rappelle, en juin dernier, puis Janet Yellen en Chine, à Pékin, rencontrer les autorités chinoises pour essayer de renouer le dialogue. Mais les autorités chinoises leur avaient envoyé une réponse très claire qu'elles ne voulaient pas discuter avec les Américains. Et donc, il y avait un certain nombre de craintes, puisque d'autres tensions géopolitiques risquaient aussi d'enflammer, si tu veux, la situation mondiale, parce que les Américains, enfin les Occidentaux de manière générale, et surtout les Américains, accusent par exemple la Chine
d'apporter une aide militaire à la Russie. Et donc, dans le dossier entre la Russie et l'Ukraine, si la Chine s'embarquait dans ce conflit, chose que la Chine a toujours réfutée, pour la simple et bonne raison que cela nuirait à ses affaires, elle veut un monde global mais pacifié dans lequel elle pourrait continuer à mener des affaires et donc à tirer profit. Donc, pour elle, les foyers d'instabilité, quels qu'ils soient, ne sont pas bons pour les affaires, ils ne sont pas bons pour ses intérêts. C'est la raison pour laquelle la Chine a toujours soutenu la Russie, mais uniquement sur le plan économique et financier, en permettant notamment à la Russie de lui vendre son pétrole et son gaz, en permettant à la Russie de faire des transferts de technologie, notamment la technologie militaire, et en permettant aussi à la Russie, si tu veux, d'être son allié géopolitique pour contrebalancer, si tu veux, l'influence des pays occidentaux dans le G7 et ce, dans le cadre des BRICS. Donc, tout ça fait que la Chine a une position à la fois, je ne dirais pas ambiguë, mais d'équilibriste. À la fois, il faut maintenir le dialogue avec les États-Unis parce que les États-Unis restent le principal partenaire économique de la Chine, mais il faut aussi maintenir le dialogue avec la Russie parce que la Russie, c'est un allié géostratégique, même si il peut parfois être considéré comme un concurrent, mais il est beaucoup plus un allié parce qu'aujourd'hui, en termes d'influence, la Chine est plus influente que la Russie, mais la Russie a un rôle géostratégique important pour la Chine, notamment en ce qui concerne son approvisionnement énergétique. Et donc, face à toute cette situation, face à la guerre en Ukraine et aussi au déclenchement du conflit au Proche-Orient, donc tout ça, au Moyen-Orient, pardon, tout ça fait que il fallait absolument renouer le dialogue avec la Chine, de tant au plus que s'il y a une guerre, il y a déjà une guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans laquelle la Chine a bien montré qu'elle fait partie du camp des Russes, tout en ne participant pas encore de manière effective à l'effort de guerre russe dans ce cadre-là. Mais il y a aussi le déclenchement de la guerre depuis un mois dans la bande de Gaza, donc au Moyen-Orient, avec tout son corollaire, avec tout le corollaire que cela peut susciter sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur le plan militaire et aussi sur le plan économique, et avec le risque de déclenchement d'une guerre, même si ça, évidemment, on en est encore loin de mon point de vue, déclenchement d'une guerre pour la reconquête de Taïwan, un peu à l'image de ce que la Russie fait en Ukraine, même si on en est encore très loin, mais le risque est là, et donc c'est la raison pour laquelle les Américains sont bien conscients que le monde est de plus en plus instable et qu'à elle seule, elle ne peut plus assurer son rôle de gendarme du monde tel qu'elle le faisait il y a 30 ans. Et donc, elle doit être obligée de composer avec certaines puissances. Et la première puissance avec laquelle elle ne doit surtout pas se mettre en porte-à-faux, c'est la Chine. Et donc, les Américains l'avaient bien compris. Et c'est la raison pour laquelle, au cours de ces 6 derniers mois, ils ont absolument tout mis en œuvre pour essayer de baisser les tensions, pour essayer si tu veux, de ménager un peu la Chine, même s'ils avaient renforcé un certain nombre de sanctions, notamment sur les puces électroniques, et même si la Chine aussi avait répondu en mettant en place des sanctions sur les terres rares qui, évidemment, servent à fabriquer ces puces électroniques et servent aussi à fabriquer les batteries électriques. Et donc, tout ça avait fait que les Américains se rendent bien compte aussi, je l'avais dit ici, la Chine, c'est le premier partenaire financier des États-Unis puisque c'est lui qui détient le plus grand nombre de bons du trésor au monde. Donc, c'est lui qui finance le plus la dette américaine. Et donc, les Américains aussi sont bien conscients de cela. Et la Chine aussi a besoin du marché américain parce que c'est son principal débouché aux exportations. Et donc, si tu veux, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc, entre ces deux pays-là. Et donc, après avoir un peu fait traîner les choses durant un peu plus de 6 mois, les autorités chinoises ont accepté, par le biais de ce sommet Asie-Pacifique, de renouer un dialogue direct et au plus haut niveau avec les Américains. Donc, ils ont parlé évidemment officiellement de questions de paix et de développement. La question de paix, ça veut dire la question de Taïwan et la question de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Et puis la question de développement aussi, ça veut dire derrière les questions de relations économiques, donc les sanctions américaines et chinoises, bien entendu, et surtout les questions liées au développement des affaires, au renforcement, si tu veux, des liens, mais renforcement des liens pas directs, les renforcements des liens en acceptant
que l'autre puisse occuper aussi l'espace qu'il estime lui revenir de droit, en termes d'influence, en termes de capacité économique et géopolitique. Donc c'est surtout de cela. C'est presque un peu à la rigueur, comme si on se dit on se partage la planète. Moi je viens ici, toi tu viens là, toi tu touches pas ici, toi tu touches pas là. Dans le fond c'est cela en fait. Donc, mais évidemment ce premier dialogue direct entre les deux hommes est très intéressant, puisqu'il montre à la fois la volonté des Américains et des Chinois de maintenir un certain dialogue entre eux, un espèce de téléphone rouge, comme à l'instar de celui qui existait entre Moscou et Washington dans les années 60. Donc ça, évidemment, c'est de bon augure. Mais derrière, il ne faut pas se leurrer. Joe Biden est bien conscient que les États-Unis sont en réalité plus en difficulté que la Chine, étant donné les foyers de tension dans lesquels ils ont un rôle central, donc en Ukraine et en Israël, et évidemment, et aussi à Taïwan, parce que les États-Unis restent le principal soutien, notamment militaire, de Taïwan. Donc tout ça fait qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir gérer 3 foyers de tension à la fois. Et donc, il faut essayer d'éviter au maximum que les foyers dans lesquels il n'y a pas encore d'explosion, il faut éviter au maximum qu'une explosion puisse survenir, notamment sur la question du dossier taïwanais. Donc, ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne vont pour l'instant pas renoncer à soutenir Taïwan, parce que géopolitiquement, ça les sert. C'est une arme dont ils pourraient faire usage pour tenter d'affaiblir la Chine. Mais ils vont, je pense, pendant un certain moment, s'abstenir de mener des gestes politiques qui risqueraient d'entraîner la colère des Chinois, à savoir une visite intempestive d'un haut responsable américain à Taïwan et vice-versa, donc une visite encore d'un haut responsable taïwanais aux États-Unis. Donc déjà des gestes politiques comme ça, éviter. Et puis, essayer de maintenir le dialogue, notamment au niveau des états-majors, aussi bien chinois qu'américains, pour éviter un risque de guerre directe, notamment en mer de Chine méridionale. Donc voici ce qu'il faut retenir, et puis aussi les questions bilatérales en matière économique, notamment sur la question des sanctions que les deux pays se font par matière première, ou par les sanctions économiques qu'ils se font les uns les autres, en espérant que tout ça va permettre aux Américains. Et puis derrière, Joe Biden, il voit en filigrane que si on accentue les tensions avec la Chine sur le plan économique, ça va être mauvais. Alors que ces résultats économiques ne sont pas très bons, ne sont vraiment pas très bons. Et à 1 an des présidentielles, il faudrait à tout prix éviter que, si tu veux, ces indicateurs économiques-là se dégradent davantage. Et donc, il faut éviter que le principal partenaire économique américain soit mis à mal par son administration. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.